Le bastion est en train de céder. Le Texas était censé être intouchable, rouge, stable, prévisible. Et pourtant, ce week-end, dans un district que Donald Trump avait remporté avec 17 points d'avance, tout a basculé. Pas de peu. Pas par surprise technique, mais par 14 points nets, dans une élection spéciale que personne n'était censé perdre. Factuellement, un siège qui n'avait plus voté démocrate depuis 1991 vient de changer de camp avec une surperformance de 31 points dans un territoire pro-Trump. Et là, le paradoxe devient troublant. Le candidat soutenu par Trump est lourdement battu. Puis Trump affirme ne pas connaître la course. « Je n'ai rien à voir avec ça », dit-il. Sauf que la veille encore, il parlait d'un soutien total et complet. Pourquoi est-ce que ça te concerne, toi? Parce que quand un endroit supposé verrouillé commence à lâcher, ce n'est jamais isolé. C'est un signal. Et ce signal suggère que quelque chose de bien plus large est déjà en mouvement. Mais voici la vraie question. Est-ce un accident local ou le début d'un effet domino national? Ce qui s'est passé au Texas n'est pas présenté comme une rupture totale. Officiellement, c'est une élection spéciale, locale, technique, presque anodine. Un second tour pour un siège du Sénat de l'État dans le district numéro 9, autour de Fort Worth. Rien qui, en théorie, devrait provoquer des ondes de choc national. Et pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Factuellement, ce district était classé largement favorable à Trump. Plus 17. Un territoire où l'infrastructure républicaine est dense, financée, rodée. Dans cette course précise, le camp MAGA a dépensé plus de 2,5 millions de dollars, soit bien plus que son adversaire démocrate. Mais voici là où le cadrage habituel commence à craquer. Le candidat démocrate n'a pas simplement gagné. Il a surperformé de 31 points par rapport aux résultats précédents. Et il l'a fait dans un district qui n'avait pas voté démocrate depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas un glissement lent, c'est une cassure nette. Maintenant, pose-toi cette question. Quand un système politique perd autant de terrain dans un endroit censé être sûr, est-ce que le problème vient du candidat local ou du signal envoyé par le sommet? Parce que si ce vote n'est pas isolé, alors ce n'est pas le Texas qui change. C'est la carte entière qui commence à se redessiner. La première réaction de Donald Trump est, à elle seule, un indice clé. Interrogé sur cette défaite précise, il répond « Je ne sais pas. Je n'en ai pas entendu parler. » Il insiste. « Je ne suis pas impliqué. C'est une course locale. » Factuellement, ce sont ces mots, prononcés face caméra, le lendemain du scrutin. Mais observe ce qui manque dans cette réponse. Aucune remise en question, aucun détail, aucune reconnaissance de l'ampleur du résultat. Et pourtant, les traces existent. La veille de l'élection, Trump publie un message appelant explicitement les électeurs du district 9 à voter pour une candidate phénoménale avec, je cite, son soutien total et complet. Il la décrit comme une véritable guerrière MAGA et demande aux électeurs de garder le Texas rouge. Ce n'est pas une allusion vague, c'est un engagement public, documenté, daté. Alors quand, 24 heures plus tard, ce soutien disparaît du récit, la question n'est plus électorale. Elle devient stratégique. Pourquoi prendre ces distances si vite, à moins que ce résultat ne soit perçu comme un signal dangereux? Et si ce silence était en réalité une forme d'aveu? Voici le détail qui change définitivement la lecture de cette élection. L'argent. Dans cette course, le camp républicain MAGA a dépensé plus de 2,5 millions de dollars, plus que le candidat démocrate, plus de spots, plus de terrain, plus de messages. Factuellement, tout l'appareil était en place pour verrouiller le siège. Et pourtant, le candidat démocrate l'emporte avec 4 points d'avance. Mais surtout, il le fait grâce à un phénomène précis. Des indépendants et même des républicains ont voté contre le candidat soutenu par Trump. Et là, la contradiction devient impossible à ignorer. D'un côté, un discours national axé sur la guerre culturelle, l'identité, la confrontation permanente.
De l'autre, un candidat démocrate qui parle de travail, de coût de la vie, de droits des travailleurs. Rien de spectaculaire, rien de viral, juste du concret. Et c'est précisément ce qui a fonctionné. Ce n'est pas seulement une défaite électorale, c'est un écart entre ce que les dirigeants disent mobiliser et ce que les électeurs choisissent réellement dans l'isoloir. Quand l'argent, l'endorsement et la machine médiatique échouent ensemble, ce n'est plus un accident, c'est un rejet. Et si ce rejet ne visait pas un candidat, mais une méthode entière, parce que cette défaite n'arrive pas seule, elle s'empile presque trop vite. Le même week-end, un autre événement passe presque inaperçu, mais il est tout aussi révélateur. Une élection spéciale pour la Chambre des représentants laissée vacante depuis des mois après le décès d'un élu démocrate. Factuellement, le gouverneur du Texas avait retardé le processus. Le siège est finalement pourvu. Un démocrate est élu. Et immédiatement, l'équilibre à Washington se resserre. La majorité républicaine tombe à une marge d'une seule voix. Une seule. Pendant ce temps, Trump est interrogé sur de nouvelles investitures au Texas. Cette fois, il hésite. « Je ne sais pas encore, dit-il. Je les aime tous. » Remarque le contraste. Quelques jours plus tôt, il affirmait que celui qu'il soutient gagne toujours. Maintenant, l'assurance disparaît. Ajoute à cela un autre élément factuel. Dans plusieurs districts classés favorables aux républicains, les chiffres montrent des surperformances démocrates similaires. Pas encore des bascules, mais des écarts qui se réduisent brutalement. La dynamique devient visible. Quand plusieurs digues commencent à céder en même temps, ce n'est plus un incident, c'est une mini-crise en formation. Et la vraie question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il si cette tendance continue? Alors recentrons tout sur toi. Pas sur les slogans, pas sur les stratégies, sur l'impact réel. Quand un vote bascule comme celui-ci, ce ne sont pas des abstractions qui changent, ce sont des décisions très concrètes. Le coût de la vie, le travail, les services publics, les lois qui touchent directement ton quotidien, même si tu ne vis pas au Texas. Factuellement, le candidat démocrate victorieux était un travailleur syndiqué. Son message ne portait pas sur des batailles culturelles, mais sur l'accessibilité, les salaires et la vie réelle des gens ordinaires. Et ce message a traversé les lignes partisanes. Imagine ce que cela signifie. Des électeurs républicains et indépendants qui, pour une fois, mettent de côté l'étiquette pour voter sur ce qu'ils ressentent dans leur portefeuille et dans leur vie. Ce n'est pas idéologique, c'est viscéral. Et quand ce réflexe apparaît dans un district censé être verrouillé, il peut apparaître ailleurs, très vite. Parce que si les gens commencent à voter en fonction de ce qu'ils vivent et non de ce qu'on leur dit de craindre, alors l'équilibre du pouvoir devient soudain beaucoup plus fragile. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires. Ce qui permet à ce type de bascule de se produire n'est pas un discours ni un candidat isolé. C'est un système d'incitation qui commence à se gripper. Pendant des années, la politique a fonctionné sur la peur, le spectacle et la loyauté de camp. Tant que chaque camp restait discipliné, les résultats étaient prévisibles. Mais factuellement, ce scrutin montre autre chose. Quand le coût de la vie augmente, quand les services ferment, quand la promesse de contrôle ne se traduit plus en amélioration concrète, la peur perd de son efficacité. Regarde le schéma. Beaucoup d'argent, un message national standardisé, une figure centrale qui polarise tout, et en face, un discours local presque banal, centré sur le travail et l'accessibilité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est précisément ce qui fissure le système. Parce que le spectacle a besoin d'attention constante. La réalité, elle, s'impose toute seule. Et voici l'insight inconfortable. Les systèmes politiques ne s'effondrent pas quand les gens s'opposent bruyamment. Ils s'effondrent quand les gens cessent d'y croire silencieusement, quand ils commencent à voter autrement sans le dire à personne. Si ce mécanisme est enclenché, il ne se désactive pas avec un slogan. Et c'est là que la trajectoire future devient vraiment incertaine. À partir de là, deux trajectoires se dessinent. La première est celle du déni. Dans ce scénario, les dirigeants traitent ce qui s'est passé au Texas comme une anomalie, une élection spéciale, un mauvais candidat, un mauvais timing. Factuellement, ce discours existe déjà. Trump le dit lui-même, « Je ne suis pas sur le bulletin de vote ». L'idée est simple, minimiser, isoler, continuer comme avant, miser sur la polarisation, sur la loyauté, sur la fatigue de l'électorat.
Si cette voie l'emporte, alors les prochaines campagnes ressembleront aux précédentes, mais avec une tension plus forte et une marge d'erreur beaucoup plus faible. La seconde trajectoire est plus instable. Elle part du principe que ce qui s'est produit n'est pas isolé. Dans le contenu que nous avons vu, plusieurs districts républicains affichent des marges théoriques faibles. R plus 5, R plus 6, R plus 7. Et si une surperformance de 31 points se reproduit, même partiellement, ces sièges deviennent soudain jouables. Même logique pour l'Alaska, où un seul siège est en jeu, perdu de justesse lors de la dernière élection. Aucune de ces trajectoires n'est garantie, mais l'une d'elles est déjà en mouvement, et la prochaine décision pourrait arriver plus vite que prévu. Voici l'idée clé à retenir, celle qui relie tout ce que tu viens d'entendre. Cette histoire ne parle pas seulement d'un siège au Texas, ni même de Donald Trump. Elle parle de ce moment précis où un récit dominant commence à perdre son emprise. Quand l'endorsement le plus puissant ne protège plus, quand l'argent ne suffit plus, quand la peur ne mobilise plus comme avant. Ce qui s'est passé dans ce district n'est pas spectaculaire en soi, mais c'est exactement comme ça que les grands basculements commencent, pas par un choc frontal, par une série de fissures que beaucoup préfèrent ignorer. Reformule-le ainsi. Ce n'est pas « le Texas devient bleu ». C'est plus inquiétant que ça. C'est l'idée que des électeurs, dans des zones censées être verrouillées, commencent à voter différemment sans prévenir, sans drapeau, sans annonce, juste parce que quelque chose ne fonctionne plus dans leur vie réelle. Et quand ce type de vote apparaît, il ne disparaît pas facilement, il se propage, silencieusement. La question n'est donc plus de savoir ce qui vient de se passer. La question est de savoir où le prochain domino va tomber et qui fera semblant de ne pas l'avoir vu. Si tu veux comprendre ce qui se forme avant que tout le monde en parle, abonne-toi. La suite est déjà en train de s'écrire.